Alors le crack a quelque chose de, sur le plan symbolique, de très fort. C'est lié à l'effondrement, c'est lié à une rupture. Donc il y a un choc émotionnel très fort. Mais on peut se demander, pour le crack, on se dit, mais c'est directement lié au marché. Or, depuis que les hommes s'échangent, ont des liens commerciaux, certainement, il y a dû se produire des centaines de cracks, depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années. D'abord, je crois que cette crise des subprimes, effectivement, il faut la voir dans un cadre beaucoup plus large. Au fond, ça n'est qu'un épiphénomène, je crois, une conséquence très secondaire d'un phénomène qui est beaucoup plus large, qui est la progression depuis une vingtaine d'années de l'endettement. Progression d'ailleurs qui s'est faite de façon différente suivant les zones géographiques. En Europe continentale, c'est concentré dans le bilan des États, en Asie dans celui des entreprises et des banques, et aux États-Unis essentiellement dans le bilan des consommateurs. Et on a vu donc progresser de façon très forte cet endettement. C'est ça qui a créé la croissance inhabituelle, et là je rejoins tout à fait Sam Pinto. On est dans une période de croissance tout à fait inhabituelle, et elle est justement liée à la croissance de l'endettement. Autrement dit, crise et croissance sont deux sœurs jumelles, et elles sont toutes les deux filles de la dette. Et de ce point de vue, il n'y a pas de crise sans croissance. Quand on dit, mais au fond, on ne peut pas être en crise parce qu'il y a une forte croissance, c'est ignorer le fait qu'à chaque fois qu'il y a eu crise financière, il y avait auparavant une croissance inhabituelle. Parce que la progression de la dette se traduit toujours, dans un premier temps, par une accélération des revenus, de l'investissement et une progression du niveau de vie général. Incontestablement, le niveau de vie de la planète a progressé de façon extraordinaire dans les 15 dernières années. Mais immanquablement, l'homme étant ce qu'il est, on va trop loin, on s'endette trop, et du coup, il y a un moment de correction. Et je pense que nous en sommes là. Alors, cette correction, il faut se représenter que c'est, d'un certain côté, le terme d'un grand cycle libéral. Et je crois que plusieurs décennies de libéralisme, à la fois au plan économique et au plan sociétal, se sont succédés. L'origine de ce cycle est probablement à dater dans les années 60. Il s'est exalté, évidemment, au moment de la chute du mur de 89, qui a ouvert une période, là, vraiment très, très féconde pour les technologies, pour la créativité, pour la croissance, pour la finance. Mais on est au terme de tout cela. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, comme on va trop loin, on est obligé de réajuster, de reprendre contact avec la réalité. Où cela nous porte-t-il? Je pense que c'est tout à fait vain de vouloir faire des estimations aujourd'hui pour une raison simple. C'est que chacun d'entre nous interagit avec son environnement, et qu'un consommateur américain qui voit la valeur de sa maison chuter de 10, 15 ou 20%, achète, au lieu d'acheter une deuxième voiture, il renonce, du coup il refacture en quelque sorte au constructeur automobile la dépréciation de son patrimoine, qui lui-même refacture au sous-traitant automobile le fait que son chiffre d'affaires diminue. C'est une espèce de boule de neige négative après la boule de neige positive que nous avons connue dans les années 2000. Et que c'est donc complètement absurde d'essayer de chiffrer aujourd'hui 50, j'entendais Noyer qui disait hier 250, Goldman Sachs dit 2000, ça n'a aucun sens. On ne sait pas. Et il nous faut attendre 2008 et peut-être aussi 2009, le temps que tout ça perle à la surface et se traduise dans la réalité. Très probablement, je crois qu'on va redescendre la pente que nous avons gravie depuis une quinzaine d'années. C'est-à-dire que le différentiel positif de croissance qui a été créé par l'excès d'endettement va se traduire par un différentiel négatif par rapport aux trends de croissance de long terme dans les années qui viennent. Il y a deux façons de payer. La première, c'est par un crack type des années 30, c'est-à-dire un à-coup très brusque sur l'économie. La deuxième, c'est la façon à la japonaise, c'est-à-dire que la punition est étalée sur une quinzaine d'années, où au lieu d'avoir une récession de 5%, au fond, on est entre 0 et 1. Les pays asiatiques ont connu un mouvement de ce type à la fin des années 90. Ils ont préféré, en quelque sorte, payer brutalement. Je pense que l'Amérique va payer brutalement parce que c'est un système réactif et qui, justement, ne diffère pas l'ajustement. C'est plus difficile, mais ça va plus vite. Et en tout état de cause, aujourd'hui, dans ce monde, justement, dominé par la progression de l'endettement, la seule source de croissance réelle, c'est l'appétit du consommateur américain. Et c'est ça qui est en cause aujourd'hui, c'est ça qui est menacé aujourd'hui avec la crise des subprimes. Et alors, il y a une théorie qui circule en ce moment, les marchés émergents pourraient venir au... Ça n'a aucun sens, je crois. Parce que les marchés émergents dépendent des exportations vis-à-vis des États-Unis. Si celles-ci ralentissent, ils ralentiront bien évidemment. Et ça fait fi d'un principe de macroéconomie de base, qui est que
un pays dont les comptes extérieurs sont en excédent prélève de la croissance mondiale plutôt qu'il ne stimule la croissance mondiale. Dernier point, vraiment trois toutes petites choses pour conclure. L'innovation technologique, l'innovation financière, Christian en parlait. Je pense que au-delà de ça, cette crise montre que ce sont toujours les mêmes déterminants qui jouent sur les marchés financiers, c'est-à-dire greed and fear. Quand ça monte, on veut en être pour s'enrichir. Quand ça baisse, tout le monde vend parce qu'on a peur de perdre. C'est comme ça depuis des millénaires et probablement encore pour des millénaires. Il n'y a aucune raison qu'une innovation, fût-elle la plus inventive, change cela. La deuxième, c'est que le libéralisme produit évidemment plus de crises, mais il produit aussi plus de croissance. Et il ne faut pas l'oublier. Je pense que dans la critique du système libéral, il ne faut pas oublier cet aspect positif des choses aussi. Et la dernière chose, c'est que, bon, comme il fallait élargir le spectre pour bien comprendre la crise des subprimes à l'ensemble de l'activité économique, je pense que cette crise financière, au fond, n'est que la métaphore d'un ajustement beaucoup plus important. Et c'est là où on peut faire le lien avec les années 30, c'est-à-dire un moment où nous changeons de modèle. À cause de la technologie, bien sûr, à cause du bouleversement dans la hiérarchie des puissances mondiales et à cause de la nécessité de réformer aussi un modèle de partage des fruits de la croissance entre le capital et le travail.